Bonjour tout le monde. Alors on continue avec les retraitements que nous avons déjà commencé. Donc on s'est arrêté au niveau des primes de remboursement des obligations. Il s'agit tout simplement de ou bien du poste 213. Et le même compte porte le même nom, c'est-à-dire que le compte 2130 également, il s'appelle prime de remboursement des obligations. Vous pouvez jeter un coup d'œil au niveau de votre plan comptable. Donc on a essayé la dernière fois d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire une obligation. Donc on a dit une obligation fait partie de ce qu'on appelle les titres financiers de créance. On a dit que généralement on distingue entre deux types de titres financiers. Il y a ce qu'on appelle les titres de propriété. Alors les titres de propriété, comme leur nom l'indique, représentent une partie du capital parce que vous êtes propriétaire. Pour être propriétaire, il faut avoir une part dans le capital. Alors le cas le plus connu de ce type de titre de propriété, c'est bien évidemment ce qu'on appelle les actions. Alors les actions, comme vous savez, vous donnent le droit d'avoir ce qu'on appelle une partie du bénéfice qui est appelée dividende. Contrairement à ces titres de propriété, nous avons les titres de créance. Alors les titres de créance, c'est l'exemple des obligations. On a dit quand vous possédez une action, vous êtes actionnaire, vous êtes propriétaire, mais quand vous possédez une obligation, vous n'avez pas une part dans le capital, vous êtes un simple créancier. Alors votre rémunération n'est pas une part de bénéfice, mais c'est ce qu'on appelle des intérêts. Et cela, quel que soit le bénéfice, c'est-à-dire indépendamment du bénéfice réalisé par l'entreprise, vous touchez votre intérêt qui est généralement calculé d'une façon fixe ou bien variable, ça dépend de la formule choisie. Donc une obligation représente tout simplement un titre de créance. Alors, on a dit que les emprunts obligataires, ou bien ces primes, ils ont une relation avec l'émission de ce qu'on appelle les emprunts obligataires. Alors, qu'est-ce qu'on entend par les emprunts obligataires? Alors, comme vous savez, l'entreprise, c'est le besoin de financement, c'est-à-dire c'est le besoin de l'argent, elle a plusieurs possibilités. Il peut par exemple faire recours à ce qu'on appelle un crédit classique. Donc là, il faut contacter tout simplement la banque, présenter un business plan, et vous allez avoir votre financement, ou bien présenter les garanties. Alors ça, c'est un crédit, ce qu'on appelle un crédit classique. Alors il y a également un autre moyen de financement, c'est le leasing. Donc j'ai déjà expliqué le leasing, on a dit c'est tout simplement la location plus option d'achat. Alors donc il y a également le leasing. Alors le leasing, on a déjà expliqué, on a dit que c'est une location plus option d'achat. Donc au lieu de faire recours au crédit classique et par la suite avec cet argent on va acheter le matériel, on peut tout simplement le louer dans le cadre de ce qu'on appelle le leasing. Alors également vous pouvez faire recours à ce qu'on appelle l'autofinancement. Alors l'autofinancement c'est tout simplement le fait de demander aux actionnaires de financer l'entreprise, donc à travers bien sûr un mécanisme qui s'appelle augmentation du capital. Mais là on ne parle pas de ces modes de financement, si vous voulez, classiques, mais on parle d'un mode de financement qui s'appelle les emprunts obligataires. C'est-à-dire pour avoir le financement, les entreprises émettent ou bien font l'émission de ce qu'on appelle les obligations. Avec l'augmentation de capital, on fait ce qu'on appelle l'émission des actions. Mais là, on va émettre des obligations. Alors, il faut d'abord signaler que c'est un mode de financement qui n'est pas à la portée de toutes les entreprises. Il est exclusivement fait pour les entreprises qui sont cotées en bourse. Bien sûr, la bourse de Casablanca. Autrement dit, s'il ne s'agit pas d'une entreprise qui est cotée en bourse, elle n'a pas le droit de faire recours à l'émission des emprunts obligataires et donc l'émission des obligations. Donc c'est une condition sine qua non pour bénéficier de ce genre de financement. Donc je répète, l'emprunt obligataire est limité aux entreprises qui sont cotées en bourse.
Et là, vous pouvez comprendre une chose. Si jamais, par exemple, je vous donne un bilan et dans lequel vous avez pris de remboursement des obligations et devant il y a un chiffre, bon, un chiffre X, il faut rapidement comprendre que l'entreprise est cotée en bourse. Parce que si ce n'était pas, ou bien si le cas était le contraire, on n'aura pas cette possibilité. Donc on vient de comprendre qu'est-ce que ça veut dire une obligation et c'est quoi un emprunt obligataire. Alors pour décrire le déroulement de l'opération, donc on va supposer que nous avons une entreprise qui va émettre 10 000 obligations, c'est le nombre d'obligations que l'entreprise va émettre, avec une valeur de 100 000 dirhams l'obligation. Donc l'emprunt obligataire demandé par l'entreprise est de 1 million de dirhams. Alors vous avez là, si vous voulez, une formule qui est très utilisée sur les obligations et qui veut dire veuillez payer la somme de 100 dirhams le. Donc bien sûr, la date ici qu'on va avoir, c'est ce qu'on appelle la date d'échéance. Donc cette date-là s'appelle la date d'échéance. Alors les 100 dirhams que vous voyez là s'appelle la valeur nominale. La valeur nominale. Alors pourquoi on l'appelle la valeur nominale? Parce que tout simplement, elle est nommée. Elle est nommée sur le titre, sur l'obligation. Elle est nommée, indiquée sur l'obligation. Alors c'est une expression, si vous voulez, de politesse qui s'adresse généralement à la banque pour lui demander de payer parce que les prélèvements se font sur le compte de l'entreprise. Donc veuillez payer la somme de 100 dirhams avec la date bien sûr prévue pour récupérer les 100 dirhams. Alors on va essayer d'imaginer sur la base de cet emprunt obligataire un exemple. Donc on va reprendre notre petit exemple. Donc nous avons l'entreprise qui a besoin de financement. Elle ne va pas faire un emprunt classique, elle ne va pas faire recours au leasing, ni à l'augmentation de capital. C'est une entreprise qui était en bourse et donc elle a opté pour cette formule d'emprunt. Donc emprunt obligataire. Donc on a dit que l'entreprise va émettre 10 000 obligations et chaque obligation a une valeur, comme la valeur nominale de 100 dirhams. Et bien sûr, avec la date d'échéance, on va dire par exemple l'année prochaine, par exemple le 1, on va dire 2022 ou bien 23, etc. Donc la date là qui est indiquée sur l'obligation, c'est la date d'échéance. Alors maintenant, les personnes qui vont acheter ces obligations, elles vont les acheter au niveau de la bourse, bien sûr par l'intermédiation de la banque. Si vous voulez acheter, l'émission va se faire au niveau de la bourse, mais les achats vont s'effectuer au niveau de la banque. Il faut juste contacter votre banque. Je suis intéressé par l'achat des obligations émises par exemple par Tisarat al-Maghrib ou bien l'OCP ou bien une autre entreprise et tout simplement on va vous présenter l'obligation et vous allez la payer. Alors les personnes qui achètent ou bien qui achèteront ces obligations, ce sont tout simplement des investisseurs qui achètent ces titres. Bien sûr, ces investisseurs, ils peuvent être des investisseurs institutionnels, des entreprises, mais également des particuliers, c'est-à-dire des personnes, des individus. Alors maintenant, je vais vous poser une question par rapport à ces investisseurs. On a dit que la valeur de chaque obligation, la valeur nominale, est de 100. C'est la valeur nominale. Alors ces personnes-là, à votre avis, est-ce qu'ils vont acheter ces obligations avec un prix qui est supérieur ou bien inférieur à 100? Voilà la question. Est-ce qu'on va acheter avec une valeur supérieure à 100 ou bien inférieure à 100? Je vais vous demander de mettre en pause la vidéo pour une petite minute pour réfléchir à la réponse.
Alors, si vous l'avez bien deviné, la valeur avec laquelle les investisseurs vont acheter ces obligations, c'est une valeur qui est inférieure à 100. On va dire par exemple, ils vont acheter avec une valeur de 98. Alors si vous avez imaginé l'inverse, reprenez avec moi l'exemple. Alors supposons que vous êtes l'investisseur qui va acheter cette obligation, une seule obligation. Vous allez vous présenter au niveau de la banque et vous allez demander d'acheter cette obligation. Alors si vous allez par exemple acheter l'obligation avec 120 000 dirhams, avec 120 000 dirhams, c'est-à-dire une valeur supérieure, imaginons. Vous allez prendre l'obligation et vous allez payer à la banque 120 dirhams. Alors le jour d'échéance, vous allez présenter à la banque cette feuille sur laquelle c'est inscrit veuillez payer la somme de 100 dirhams. Donc vous allez présenter à la banque cette feuille, la banque va exécuter et va vous donner 100 dirhams. Vous l'avez acheté à 120 et vous allez tout simplement récupérer 100 dirhams. Donc vous avez perdu. Donc ce n'est pas logique. Donc si vous avez répondu plus supérieur à 100, c'est faux. La plus logique pour être rentable pour un investisseur, c'est d'acheter l'obligation avec un prix inférieur. Donc on va reprendre l'exemple. Donc vous allez vous présenter au niveau de la banque, vous allez demander l'obligation par exemple de Tisarat al-Maghrib, on va vous donner l'obligation où il y a écrit veuillez payer la somme de 100 dirhams le 1/1/2022. Vous allez payer 98 à la banque et vous allez partir avec votre obligation. Le jour de l'échéance, vous allez revenir à la banque. Vous allez déposer cette feuille et en contrepartie, vous allez avoir 100 dirhams. Donc, on comprend rapidement que vous avez gagné 2 dirhams en tant qu'investisseur. Bien sûr, l'entreprise a perdu les 2 dirhams. Alors, cette perte, c'est ce qu'on appelle les primes de remboursement. C'est une perte pour la banque. Bien sûr, pour l'entreprise. Donc, comme je viens de vous le signaler, ces obligations, on les achète au niveau de la banque parce que c'est la banque qui va récupérer cette somme. Alors, maintenant, reprenons cette description. Donc, on a dit que l'emprunt obligataire est de 1 million de dirhams. C'est l'emprunt obligataire. L'entreprise va perdre sur chaque obligation 2 dirhams, donc multiplié par le nombre d'obligations, ça donne 20 000 dirhams. Alors les 20 000 dirhams représentent ce qu'on appelle les primes d'émission des obligations. Et bien sûr, il ne faut pas oublier qu'il y a des commissions bancaires à payer à la banque parce que la banque va faire l'intermédiation, va être chargée de vous vendre ces obligations. Alors si on veut mettre tout ça dans une formule de journal, ou bien comme une écriture de journal, donc vous avez là, si vous voulez, on a déjà calculé la prime, donc on va comptabiliser les 20 000. Donc c'est la différence entre... Alors les 2 dirhams représentent la différence entre donc la prime d'émission d'obligation, c'est tout simplement la valeur nominale moins le prix d'émission. Le prix d'émission, bien sûr, c'est les 99. La valeur nominale, c'est 100 dirhams. Et bien sûr, multiplié par le nombre d'obligations. C'est la façon avec laquelle on calcule la prime d'obligation. Et donc vous avez la prime, c'est 20 000 dirhams. Alors les frais d'émission, on va supposer que c'est 1% de la valeur. Donc 1% de 1 million, ça fait 10 000. C'est la commission de la banque. Mais attention, regardez là, une chose très importante, c'est qu'on n'a pas utilisé la classe 6 pour les commissions bancaires qui existent dans la classe 6, mais on a utilisé les frais d'émission des emprunts. Et ce compte existe dans
le poste précédent 212 que nous avons sauté avec ce poste. Donc, dans ce poste-là, on a vu uniquement les frais d'acquisition des immobilisations, on a sauté les frais d'émission des obligations et on a vu le cas des autres charges à répartir. Maintenant, vous voyez très bien quand est-ce qu'on utilise ce compte frais d'émission des emprunts. Donc, également, on utilise la classe 2 au lieu de la classe 6. Pourquoi? Parce que tout simplement, en vue de les amortir sur plusieurs exercices. Alors également la TVA sur ce service bancaire. Et puis on utilise en contrepartie un compte qui existe parmi les éléments du passif, la classe 1, qui s'appelle emprunt obligataire, c'est le compte 1410. Donc l'emprunt obligataire, il est de 1 million, mais au niveau de la banque, on a reçu uniquement la différence. Donc 1 million, c'est l'emprunt, on a payé, ou bien on a comptabilisé la prime, les commissions bancaires et la TVA, et l'entreprise va avoir uniquement un solde sur son compte banque de 969 000 dirhams. Bien sûr, c'est juste le montant que l'entreprise va collecter. Donc, elle ne va pas collecter 1 million, mais uniquement la différence. Alors, si on veut résumer tout ça, on peut dire tout simplement que les primes de remboursement des obligations représentent des pertes pour l'entreprise, représentent des pertes sur ses emprunts. C'est une perte sous forme d'intérêt. Alors, ces pertes, normalement, leur place normale, c'est la classe 6. Qu'est-ce qu'ils font dans la classe 2? C'est en vue de les amortir sur plusieurs exercices. Et donc là également, on est toujours dans la même logique avec les autres postes que nous avons vus dans le cadre des immobilisations en non-valeur. Finalement, quelque chose qui représente une perte ne peut pas faire partie de mon actif. Parce que l'actif, c'est tout ce que l'entreprise possède. Et ce que je possède, c'est ma richesse. Et donc, logiquement et financièrement et économiquement, je dois balayer, je dois nettoyer mon bilan de ces éléments dans une perspective d'analyse financière. Donc, les primes de remboursement, là également, il faut les éliminer en contrepartie, bien évidemment, des capitaux propres. Pourquoi les capitaux propres? Parce que tout simplement, c'est la contrepartie de la richesse de l'entreprise. Alors maintenant, pour résumer, on va faire un résumé pour l'ensemble des immobilisations en non-valeur. Donc on peut arriver à la conclusion suivante. Les immobilisations en non-valeur, comme leur nom l'indique, n'ont pas de valeur. Donc économiquement, il faut les éliminer en contrepartie des capitaux propres. Alors maintenant, si je reprends mon bilan, c'est-à-dire le bilan qu'on va utiliser durant cette présentation, et comme vous pouvez le voir ici, on n'a pas le détail des immobilisations en non-valeur. Les explications que j'ai données en détail, c'était juste pour vous donner également une idée sur la nature de chaque compte. Mais maintenant, au niveau des exercices, on n'a pas à discuter chaque poste à part. On va tout simplement éliminer l'ensemble des immobilisations en non-valeur. Donc, si vous prenez le bilan que vous avez, c'est juste un extrait, on va se retrouver avec une valeur de 75 pour l'exercice 2019. Alors, par rapport au tableau de retraitement et de reclassement, on va faire une chose très facile, on va juste arriver au niveau des retraitements et des reclassements. On va mettre immobilisation en non-valeur, puisque les immobilisations en non-valeur font partie des valeurs immobilisées, donc on va les déduire d'ici. Donc on a déséquilibré, pour retrouver l'équilibre, on va éliminer le même montant du passif et exactement les capitaux propres. Pourquoi les capitaux propres? Parce que les capitaux propres représentent la contrepartie de la richesse de l'entreprise. Et donc voilà, si vous voulez, le résumé pour l'ensemble des immobilisations en non-valeur.